Journal du docteur Seward, 1er octobre, 4 heures du matin. Juste au moment où nous allions sortir, on vint me demander, de la part de Renfield, si je pouvais le voir immédiatement, car il avait à me dire une chose de la plus haute importance. Je répondis qu'étant occupé pendant toute la soirée, j'irais le voir de bonne heure le lendemain matin. Mais il semble plus impatient que jamais, monsieur, insista le surveillant. Je voudrais me tromper, mais j'ai l'impression que si vous n'allez pas le voir tout de suite, il aura une de ses crises les plus violentes. J'avais confiance dans le jugement de cet homme. J'ai décidé donc de me rendre auprès de mon malade et demandai à mes compagnons de bien vouloir m'attendre quelques minutes. Permettez-moi de vous accompagner, mon cher John, fit Van Helsing. J'ai pris beaucoup d'intérêt à lire dans votre journal ce que vous dites de son cas, qui n'est pas sans rapport, de temps à autre, avec le cas dont nous nous occupons. Je tiendrai beaucoup à voir ce malade, et précisément quand une crise le menace. Puis-je venir aussi demanda Lord Godalming. Et moi, fit à son tour Quincy Morris. Et moi, demanda Harker. D'un signe de tête, je répondis oui, et ensemble, nous revînmes dans le corridor. En effet, Renfield était fort excité, mais je ne l'avais jamais entendu parler avec tant de bon sens. Je ne l'avais jamais vu montrer tant de calme assurance dans ses manières. Il faisait preuve d'une étonnante compréhension de son propre cas, ce que je n'avais encore jamais observé chez l'un de mes malades, et il ne doutait pas que les raisons qu'il avançait ne l'emportassent sur celles que nous pourrions lui opposer. Ce qu'il avait de si urgent à me demander, c'était de le laisser rentrer chez lui. Il prétendait qu'il était entièrement guéri et qu'il ne souffrait plus le moindre trouble mental. « J'en appelle à vos amis, me dit-il. Peut-être voudront-ils bien juger de mon cas. À propos, vous ne m'avez pas présenté. » J'étais si interdit qu'au moment même, l'idée de présenter à d'autres personnes un fou interné dans notre asile ne me parut pas insolite. En outre, il y avait vraiment quelque chose de digne chez cet homme, et l'on voyait qu'il avait eu l'habitude de la vie sociale. Je n'hésitais donc pas à faire les présentations. Monsieur Renfield, Lord Godalming, le professeur Van Helsing, Monsieur Quincy Morris du Texas, Monsieur Jonathan Harker. Il leur serra la main en s'adressant à chacun d'eux tour à tour. Lord... Attends une seconde. Il faut juste que tu coupes le son de tes haut-parleurs. Sinon on entend tout ce qui se passe chez moi et... Que je coupe le son de mes haut-parleurs? Comment ça? Alors attends. C'est bon là? Du coup, ouais, si je coupe le son de mes haut-parleurs, j'entends plus rien, donc du coup, tu peux pas me parler. Parfait? Ok, c'est reparti. Du coup, j'en étais où? Excusez-moi. Ok. Lord Godalming, j'ai eu l'honneur d'aider votre père à Windham. Et j'apprends à regret qu'il n'est plus, puisque c'est vous à présent qui portez le titre. Il était aimé et honoré de tous ceux qui le connaissaient. J'ai entendu dire que dans sa jeunesse, il avait inventé un punch au rhum, fort apprécié les soirs du derby. Monsieur Morris, vous avez des raisons d'être fier de votre grand état. Son entrée dans l'Union constitue un précédent qui peut avoir de très importantes conséquences au moment où le pôle et les tropiques voudront s'allier à la bannière étoilée. On mesurera la puissance du traité quand la doctrine de Monroe prendra sa vraie place en tant que fiction politique. Et que dirais-je du plaisir qui m'est offert de rencontrer le professeur Van Helsing? Monsieur, je ne m'excuserai point de négliger tout préambule conventionnel. Quand un homme a révolutionné la thérapeutique par ses découvertes sur l'évolution continue du cerveau, les formes banales de politesse sont déplacées. Car si on employait à son égard, on semblerait vouloir le ravaler au rang des autres hommes. Vous tous, messieurs, qui, soit par la nationalité, soit par l'hérédité, ou encore grâce au privilège d'un don naturel, tenez votre place respective dans notre monde en marche. Je vous prends à témoin. Je suis aussi sain d'esprit que la majorité au moins des hommes qui jouissent de leur liberté entière. Et j'en suis certain, Dr. Seward, vous-même qui êtes très bon, qui avez étudié le droit aussi bien que la médecine, et qui êtes un savant, vous jugerez qu'il est de votre devoir moral d'examiner mon cas avec une attention toute particulière. Ces dernières paroles, il les prononça en prenant un air convaincu et courtois, tous ensemble qui n'étaient pas sans charme. Je pense que notre étonnement à chacun était grand. Pour ma part, j'étais persuadée, en dépit de ce que je savais des diverses phases de sa maladie,
que Renfield avait définitivement recouvré la raison, et j'eus fort envie de lui dire que sa guérison, en effet, me paraissait évidente, et que j'allais veiller à ce que toutes les formalités fussent remplies le lendemain matin en vue de son départ. Toutefois, me rappelant à nouveau les brusques revirements auxquels il était sujet, je jugeais préférable d'attendre avant de lui faire part d'une si grave décision. Je me contentai donc de lui répondre que son état s'améliorait de jour en jour, que j'aurais avec lui une conversation plus longue le lendemain matin, et que je verrais alors si je pouvais accéder à sa requête. Cela ne parut pas le satisfaire, car il répliqua aussitôt « Mais je crains, docteur, que vous ne compreniez pas. Ce que je voudrais, c'est m'en aller, tout de suite, immédiatement, maintenant, à l'instant même, si cela était possible. Le temps presse, dans notre convention tacite avec la mort, cet élément, le temps est essentiel. Je suis sûre qu'il suffit, quand on s'adresse à l'admirable praticien qu'est le docteur Seward, d'exprimer un souhait si simple encore que d'une telle gravité, pour qu'il soit immédiatement réalisé. » Il m'observait attentivement, et comme je ne paraissais pas disposé à l'approuver, il se tourna vers les autres et les regarda avec le même sérieux, ne recevant aucune réponse, pas même le moindre signe d'acquiescement. Il reprit. Me serais-je trompé dans mes suppositions? Oui, vous vous êtes trompé, répondis-je franchement, mais aussi d'une façon assez brusque, je m'en rendis compte. Il y eut un long silence. Puis, il dit lentement, « Dans ce cas, il me faut sans doute vous présenter autrement ma requête. Permettez-moi de demander que l'on fasse cette concession, que l'on m'accorde cette faveur, ce privilège, appelez ça comme vous voulez. Je vous implore ici, non pour des motifs personnels, mais pour le salut d'autrui. Je ne suis pas libre de vous expliquer toutes les raisons qui m'obligent à vous parler de la sorte, mais soyez assurés qu'elles sont solides, irréfutables, et qu'il n'y entre pas le moindre intérêt personnel. Elles me sont inspirées par un sens très haut du devoir. Si vous pouviez lire dans mon cœur, monsieur, vous approuveriez entièrement les sentiments qui m'animent. Bien plus, vous me compteriez parmi vos amis, les meilleurs et les plus fidèles. » De nouveau, il nous regarda tous, attentivement. Je me doutais à présent que le changement survenu soudain dans son comportement mental n'était qu'une autre forme, une autre phase de sa folie. Et je me dis qu'il fallait attendre, voir ce qu'il allait se passer. Car je savais par expérience que finalement, comme chez tous les fous, une rechute le trahirait. Van Helsing l'observait avec, semblait-il, un intérêt toujours croissant, et ses sourcils broussailleux se touchaient presque, tant son regard restait fixé sur lui. Il demanda à Renfield, d'un ton qui, à vrai dire, ne me surprit pas au moment même, mais seulement quand j'y pensais plus tard, car on eût dit que le professeur s'adressait à un homme aussi sain d'esprit que lui-même. « Ne pouvez-vous pas m'expliquer franchement pourquoi vous désirez partir d'ici ce soir même? Je suis sûre que si vous ne me cachez rien, à moi, un étranger qui suis sans préjugés et qui ai toujours compris beaucoup de choses, le docteur Seward prendra, à ses propres risques, la responsabilité de vous laisser retourner chez vous. » L'autre hocha tristement la tête, et l'on pouvait lire un poignant regret sur son visage. Le professeur poursuivit. « Allons, monsieur, réfléchissez un moment. Vous prétendez être guéri. Vous cherchez à nous prouver que vous avez complètement recouvré la raison, ce dont nous pouvons encore douter puisque vous êtes toujours soigné ici. Si vous ne voulez pas nous seconder dans l'effort que nous faisons pour essayer, s'il se peut, de vous satisfaire, comment y parviendrons-nous? Encore une fois, monsieur, réfléchissez, aidez-nous. Nous souhaiterions, croyez-moi, vous voir libre. » Il répondit en hochant de nouveau la tête. « Docteur Van Helsing, je n'ai plus qu'à me taire. Vos arguments sont irréfutables, et s'ils ne tenaient qu'à moi, je les approuverais sans hésiter. Mais je ne suis pas seule dans cette affaire. Je vous demande seulement d'avoir confiance en moi. Si vous ne me laissez pas sortir d'ici, je décline toute responsabilité dans ce qui pourra arriver. » Je jugeais qu'il était temps de mettre fin à l'entretien qui devenait d'une gravité trop comique, et je me dirigeai vers la porte en disant simplement « Venez mes amis, nous avons à travailler. Bonsoir Renfield. » Cependant, comme j'allais ouvrir la porte, le malade changea d'attitude. Il se précipita vers moi, et je crus un instant qu'il voulait à nouveau me tuer. Mais je me trompais. De main tendue, il renouvela sa demande, et cette fois sur un ton de prière fort émouvant. Bien qu'il parût comprendre que l'excès même de ses manières le desservait, il continua à se faire de plus en plus pressant et démonstratif. Je rencontrai le regard de Van Helsing et j'y vis refléter ma propre conviction.
Aussi me raidis-je quelque peu à l'égard de Renfield, et le repoussant, je lui fis comprendre qu'il perdait son temps. Ce n'était pas la première fois que je voyais chez lui cette excitation croissante lorsqu'il voulait obtenir une faveur qui, à l'instant même où l'on y pensait, prenait pour lui la plus grande importance. Par exemple, le jour où il m'avait supplié de lui donner un chat, et comme alors je m'attendais à le voir finalement, encore plein de dépit, se résigner à mon refus. Mais tel ne fut pas le cas. Lorsqu'il s'aperçut qu'il me suppliait en vain, il fut pris de frénésie. Il se jeta à genoux, leva les mains vers moi, les tordant en des gestes de supplication, m'exhorta à nouveau en un discours sans fin, cependant que les larmes inondaient son visage et que tout en lui manifestait la plus profonde angoisse. Je vous en prie, Dr. Seward, je vous en supplie, laissez-moi quitter cette maison tout de suite. Peu importe la manière dont vous me laisserez partir, peu importe aussi où vous m'enverrez. Faites-moi accompagner par des gardes munis de fouets et de chaînes qui me mettent une camisole de force, des menottes et aux pieds des fers et qui me conduisent en prison. Mais pour l'amour de Dieu, laissez-moi sortir d'ici. En m'obligeant à rester ici, vous ignorez le mal que vous faites et à qui vous le faites. Je vous parle du plus profond de mon cœur, de mon âme même. Ayez pitié de moi. Par tout ce qui vous est sacré, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, par votre amour que vous avez perdu, mais par votre espoir qui demeure, par le Dieu Tout-Puissant, faites-moi sortir d'ici et sauvez mon âme du péché. Ne m'entendez-vous pas, docteur? Ne me comprenez-vous pas? Ne voulez-vous pas vous rendre à l'évidence? Ne voyez-vous pas que je suis parfaitement sain d'esprit et que je vous parle très sérieusement? Que je ne suis pas un fou en pleine crise, mais un homme jouissant de toute sa raison et qui veut sauver son âme? Comprenez-moi donc, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je pensais que plus cette scène durait, plus il s'exciterait, et qu'alors la vraie crise se produirait. Allons, allons, dis-je, sévère. Cela suffit. Mettez-vous au lit et essayez de vous calmer. Interdit, il me regarda quelques instants. Puis, sans un mot, il se releva, et il alla s'asseoir sur le bord de son lit. Comme je m'y attendais, de même qu'en de semblables circonstances précédentes, la prostration suivait l'exaltation. Comme, après avoir fait passer mes compagnons devant moi, j'allais à mon tour sortir de la chambre, il me dit encore, d'une manière calme, polie, « J'espère, Dr. Seward, que vous vous rappellerez plus tard, que j'ai fait tout ce que j'ai pu ce soir pour vous convaincre. » Journal de Jonathan Harker, 1er octobre, 5 h du matin. C'est l'esprit tranquille que je sortis avec les autres pour aller à Carfax, car je n'avais jamais vu Mina si forte, si sûre de soi. Qu'elle fût mêlée à toute cette affaire avait été pour moi un véritable cauchemar, mais maintenant qu'elle consent à nous laisser agir seule, je suis quelque peu rassurée. D'ailleurs, je l'espère, elle-même a maintenant le sentiment d'avoir fait ce qu'elle avait à faire. Si tous les moindres détails qui peuvent nous être utiles sont rassemblés, n'est-ce pas grâce à sa volonté, à son intelligence de la situation? Nous étions tous, je crois, assez impressionnés par notre visite à M. Renfield. En sortant de sa chambre, aucun de nous ne prononça un seul mot avant d'avoir regagné le bureau de Seward. Mais alors M. Morris s'adressa au docteur. « Ma foi, John, à moins que cet homme n'ait bluffé, c'est bien le fou le plus raisonnable que j'ai jamais vu. Je n'en jurerai pas, mais il me semble pourtant qu'il a en tête quelques desseins des plus sérieux. Et dans ce cas, il a du mérite à n'avoir pas tenté de se sauver. » Lord Godalming et moi ne fîmes aucune remarque, mais le docteur Van Helsing dit à son tour « Mon cher John, vous connaissez mieux que moi les phases étranges par lesquelles passent ces malades, et j'en suis vraiment heureux, car je le crains, si ça avait été moi à prendre une décision, j'aurais libéré Renfield avant qu'il se soit montré dans cet état d'excitation extrême. Mais nous apprenons chaque jour, et d'autre part, en ce qui nous concerne à présent, nous ne pouvons prendre aucun risque. Comme dirait mon ami Quincy, tant notre entreprise est déjà scabreuse. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Le docteur Seward parut leur répondre à tous en même temps. Sans doute avez-vous raison. Si cet homme avait ressemblé à beaucoup d'autres de mes malades, je lui aurais montré, quitte à courir un grand risque, que j'avais confiance en lui. Mais son comportement semble dépendre à ce point des allées et venues du comte que, en lui passant ses caprices, j'aurais peur de commettre une lourde erreur. Et puis un jour, devant moi, il a appelé le comte son seigneur et maître. Et je me suis dit que, peut-être, il veut aller l'aider dans un de ses desseins diaboliques. Ce monstre se fait obéir des loups et des rats, sans parler des créatures devenues semblables à lui. Comment ne chercherait-il pas à servir un pauvre fou digne de respect? Oui, Renfield semblait parler très sérieusement. Je le reconnais malgré ce que je sais de son cas.
J'espère vraiment que nous avons fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais tout ceci venant au moment où nous entreprenons nos lugubres recherches est propre à décourager un homme. Le professeur s'approcha de lui et, lui mettant la main sur l'épaule, le rassura. « Mon cher ami, n'ayez aucune crainte. Nous nous efforçons, il est vrai, de faire notre devoir dans une affaire réellement effroyable, et nous ne pouvons agir que dans le sens qui nous paraît le meilleur. Mais il nous faut espérer en la miséricorde de Dieu. » Lord Godalming, qui était sorti de la pièce quelques instants auparavant, rentra en tenant à la main un petit sifflet d'argent. « Il se peut, nous expliqua-t-il, que la maison soit remplie de rats. Voici pour les chasser. » Nous nous dirigeâmes donc vers la maison abandonnée, prenant soin de nous cacher sous les arbres de l'allée chaque fois que le clair de lune apparaissait entre deux nuages. Lorsque nous fûmes arrivés près de la porte, le professeur ouvrit son sac et en sortit toutes sortes d'objets qu'il posa sur le seuil en 4 petits tas séparés, chacun d'eux étant évidemment destiné à chacun de nous. « Mes amis, dit-il, nous affrontons un grand danger et nous avons besoin d'armes de plusieurs genres. La menace que fait peser sur nous notre ennemi n'est pas seulement d'ordre spirituel. Souvenez-vous qu'il possède à lui seul une force comparable à celle de 20 hommes réunis. Et si un homme extraordinairement fort pouvait arriver à le tenir à sa merci, et à plus forte raison si plusieurs de ses adversaires, grâce à leur nombre, l'emportaient sur lui, jamais en revanche personne ne pourrait le blesser. Alors qu'il se peut, par ses blessures, nous faire le plus grand mal. Ayons donc à ce qu'il ne s'approche pas de nous. Placez ceci sur votre cœur, il me tendit une petite croix d'argent, car je me trouvais à côté de lui. Passez-vous ces fleurs autour du cou, et il me donna une guirlande de fleurs d'ail séchées. Prenez aussi ce revolver et ce couteau. On ne sait jamais à quels autres ennemis on peut avoir affaire. Et à tout hasard, cette petite lampe électrique que vous attacherez au revers de votre veston. Et surtout, par-dessus tout, ceci, que nous ne devrons pas profaner inutilement. Il tenait un morceau de l'hostie sainte, qu'il lissa dans une enveloppe avant de me la donner. Chacun des autres reçut exactement les mêmes armes. Et maintenant, John, mon ami, reprit le professeur, où sont les crochets? Si nous parvenons à ouvrir la porte, nous n'aurons pas à entrer par la fenêtre comme des voleurs, ainsi que nous l'avons fait l'autre jour chez Miss Lucy. Le docteur Seward essaya 1 ou 2 crochets de serrurier, fort aidé en cela par son habileté de médecin. Bientôt, il trouva celui qui convenait, et le verrou rouillé finit par céder. Nous poussâmes la porte qui grinça d'un peu partout, mais qui s'ouvrit lentement. Chose assez curieuse, cela me fit aussitôt penser au récit du docteur Seward concernant son entrée et celle de ses compagnons dans le caveau de Miss Westenra. Ces derniers eurent sans doute la même idée, car tous, ils reculèrent. Le professeur, le premier, se décida à faire un pas en avant et à entrer dans la maison. « In manus tuas, domine » s'écria-t-il en se signant comme il franchissait le seuil. Nous prîmes la précaution de refermer la porte derrière nous. Nous craignions, en effet, que nos lampes, une fois allumées, l'un ou l'autre passant n'eût son attention attirée par cette insolite clarté. Le professeur examina la serrure afin de s'assurer de la possibilité d'ouvrir la porte de l'intérieur, au cas où nous devrions fuir en toute hâte. Enfin, chacun alluma sa lampe, et nos recherches commencèrent. La lumière des petites lampes faisait apparaître des objets aux formes bizarres, tandis que leurs rayons se croisaient ou se superposaient les uns aux autres, ou que nos propres corps projetaient de grandes ombres. Il m'était impossible d'écarter le sentiment que nous n'étions pas seuls. Sans doute était-ce le souvenir des jours terribles que j'avais vécus en Transylvanie, qui me dominait si impérieusement à cause de celui sinistre. Pourtant, je pense que nous éprouvions tous la même inquiétude, car je remarquais que mes compagnons, comme moi-même, se retournaient au moindre bruit, ou lorsqu'une ombre nouvelle se dessinait sur les murs. Partout, la couche de poussière était épaisse. Sur le plancher, elle semblait haute de plusieurs pouces, excepté là où il y avait de récentes traces de pas. En baissant ma lampe, je vis la marque des gros clous de semelle. Les murs aussi étaient couverts de poussière. On eût presque dit une sorte de duvet sale. Dans les coins pendaient d'énormes toiles d'araignées sur lesquelles la poussière, toujours la poussière, s'était amassée en sorte qu'elle ressemblait à de vieux lambeaux d'étoffe déchirés par le poids de toute cette crasse. Sur une table du corridor était posé un gros trousseau de clés, dont chacune portait une étiquette jaunie par le temps. On voyait qu'on s'en était servi à plusieurs reprises, car il y avait plusieurs petits sillons dans la couche de poussière qui recouvrait la table, semblables d'ailleurs
à ceux qui apparurent lorsque le professeur prit le trousseau de clés. Il se tourna vers moi et me dit « Vous connaissez cette maison, Jonathan. Vous en possédez des plans, ou du moins une copie, que vous avez sans doute étudiée attentivement. Par où gagne-t-on la chapelle ?» Je croyais bien savoir où elle se trouvait, bien que lors de ma première visite, je n'eusse pas pu y entrer. Je montrai donc le chemin à mes compagnons et après avoir suivi quelques couloirs, nous arrivâmes devant une porte de chêne, basse et voûtée. « Nous y sommes », dit le professeur qui, à la lueur de sa lampe, examinait une copie du plan qui m'avait servi au moment de l'achat de la maison. Après avoir essayé quelques clés de trousseau, nous trouvâmes celle qui convenait et nous ouvrîmes la porte. Dès cet instant, nous nous entendîmes à quelque chose de très désagréable, car, par l'entrebâillement, s'exhalait un air malodorant, et aucun de nous ne pensait respirer à l'intérieur une odeur qui fût à tel point nauséabonde. Excepté moi, personne de notre petit groupe n'avait encore approché le comte, et pour ma part, lorsque je l'avais vu, ou bien il était dans ses appartements et en période de jeûne, ou bien bouffi de sang frais dans un bâtiment en ruine, presque à ciel ouvert. Mais l'endroit où nous étions parvenus était étroit et entièrement fermé. Fermé depuis combien de temps? Et l'air en était vicié. On y sentait la terre, l'âcreté du sang, mais on eût dit que la corruption elle-même était corrompue. Non, j'ai loupé une phrase, désolé. On y sentait la terre et l'on avait de plus la sensation que les miasmes s'en dégageaient. Quant à l'odeur même, comment expliquer ce qu'elle était réellement? Non seulement il y entrait, semblait-il, tous les maux capables de donner la mort et l'âcreté du sang, mais on eût dit que la corruption elle-même s'était corrompue. Y penser me rend encore malade. Chaque expiration du monstre semblait être restée attachée aux pierres de cette chapelle. En d'autres circonstances, cela eût suffi à mettre fin à notre entreprise. Mais le but que nous nous étions proposé était d'une telle importance, d'une telle gravité que nous nous sentions mus par une force qui nous élevait au-dessus de toute considération d'ordre simplement physique. Après un mouvement de recul involontaire, mais certes naturel, chacun de nous se mit au travail, comme si ce lieu répugnant avait été un parterre de roses. Avant tout, dit le professeur, il faut voir combien il reste de caisses. Nous allons examiner tous les trous, tous les recoins, et chercher quelque indice qui puisse nous apprendre où l'on a emporté les autres. Nous eûmes rapidement compté les caisses qui se trouvaient là, car de fait, c'étaient des coffres énormes, impossible de se tromper. Des 50, il en restait seulement 29. À un moment donné, je tressaillis de peur, car, voyant Lord Godalming se retourner brusquement pour regarder par la porte restée entrouverte, ce qui se passait dans le couloir dont l'obscurité était complète, je regardai moi aussi. Un instant, j'eus l'impression que mon cœur cessait de battre. Il m'avait semblé voir, se détachant dans l'ombre, les yeux flamboyants du comte, son nez aquilin, ses lèvres rouges et la pâleur effrayante du reste de son visage. Rien qu'un instant, en vérité, Lord Godalming murmura « J'avais cru voir un visage, mais ce n'était que des ombres. » Et il reprit tout de suite ses recherches. Mais je dirigeai ma lampe vers la porte et retournai dans le couloir. Je n'y vis absolument personne. Puisqu'il n'y avait là ni recoin, ni autre porte, ni ouverture d'aucune espèce, mais seulement les murs fort épais, je dus reconnaître qu'il n'existait pas de cachette, même pour lui. La peur m'avait rendu victime de mon imagination. Je ne dis rien à mes compagnons. Quelques minutes plus tard, Maurice, qui était en train d'examiner un coin de la chapelle, s'en éloigna brusquement. Tous, nous le suivions les yeux. Sans aucun doute, la nervosité nous gagnait. Nous aperçûmes une masse phosphorescente qui scintillait comme des étoiles. D'instinct, nous reculâmes, et bientôt, la chapelle fut remplie de rats. Nous restâmes un moment véritablement effrayés. Seul Lord Godalming gardait son sang-froid et semblait s'être attendu à pareille chose. Se précipitant vers la lourde porte de chêne, il tourna la clé dans la serrure, fit glisser le verrou et ouvrit tout grand les battants. Puis, tirant de sa poche le petit sifflet d'argent, il siffla. À cet appel, les chiens qui se trouvaient derrière l'établissement du docteur Seward répondirent par des aboiements, et pas plus d'une minute plus tard, 3 terriers tournèrent le coin de la maison. Inconsciemment, à nouveau, nous reculâmes, et c'est alors que je remarquai que la poussière ici près de la porte avait été foulée. Les caisses qui manquaient, c'était donc par ici qu'on les avait emportées.
Mais pendant la minute qui venait de s'écouler, d'autres rats étaient venus se joindre au premier, de sorte que nous avions devant nous un spectacle incroyable. Ils grouillaient dans toute la chapelle, si bien qu'à la lueur de nos lampes, éclairant leurs petits corps sombres en perpétuelle agitation et leurs vilains yeux brillants, l'intérieur de la chapelle ressemblait à une terrasse couverte de lucioles. Les chiens, se précipitant, allaient rentrer, lorsque sur le seuil, ils s'arrêtèrent soudain, grondèrent, puis, levant le museau tous en même temps, se mirent à hurler à la mort. Les rats arrivaient maintenant par milliers. Quant à nous, nous sortîmes, nous tenant près de la porte. Lord Godalming prit l'un des chiens dans ses bras et l'introduisit dans la chapelle. À l'instant où ses pattes touchèrent le plancher, le terrier parut reprendre courage et donna la chasse à ses adversaires naturels. Ceux-ci s'enfuirent si vite qu'il eut à peine le temps d'en tuer une vingtaine et que les deux autres chiens, entrés de la même manière, cherchèrent en vain leur proie, à part quelques rats qu'ils purent encore attraper. Les rats disparus, nous eûmes l'impression qu'une présence maligne s'était retirée. Les chiens couraient, çà et là, la queue frétillante et aboyaient, cette fois joyeusement, tandis qu'ils jouaient de façon assez cruelle avec les cadavres de leurs victimes. Et nous aussi, nous nous sentions animés comme d'un nouveau courage. Était-ce que l'atmosphère empoisonnée s'était trouvée quelque peu purifiée une fois la porte de la chapelle ouverte, ou était-ce nous qui éprouvions semblable soulagement maintenant que nous n'étions plus enfermés? Je ne sais. Mais assurément, la menace qui pesait sur nous sembla nous quitter tel un vêtement dont on se débarrasse. Et notre présence en ces lieux perdit un peu de son caractère sinistre, sans que pour autant notre détermination faiblît le moins du monde. Nous refermâmes la porte, à clé, au verrou et à la chaîne, et notre fouille de la maison commença. Nous n'y vîmes vraiment rien de particulier, sinon partout de la poussière en quantité extraordinaire, et cette couche de poussière, dans toutes les pièces, était intacte. Si l'on accepte la trace qui avait imprimé mes pas lors de ma première visite. À aucun moment, les chiens ne manifestèrent la moindre inquiétude, et même lorsque nous revînmes dans la chapelle, ils allèrent d'un côté et de l'autre, l'air aussi ravis que s'ils avaient chassé le lapin en plein bois par une belle journée d'été. Le jour commençait à poindre lorsque nous regagnâmes la porte d'entrée. La clé de cette porte, le docteur Van Helsing l'avait détachée du trousseau. Il referma convenablement la porte derrière lui et mit la clé dans sa poche. « Eh bien, dit-il, nos recherches cette nuit se sont passées à merveille. Nous n'avons pas dû faire face aux dangers que je redoutais, et cependant nous savons maintenant combien il manque de caisses. Mais ce dont je me réjouis le plus, c'est que ce premier pas, peut-être le plus difficile, le plus périlleux, nous l'avons accompli sans notre si chère Madame Mina, alors que toutes ces heures de veille et de sommeil eussent désormais et à jamais été troublées si, comme nous, elle avait vu ce spectacle, entendu ces bruits, respiré ces odeurs. De plus, ces recherches, si l'on peut toutefois conclure à partir d'un cas particulier, nous ont prouvé ceci. Les affreuses bêtes qui sont aux ordres du comte n'obéissent pourtant pas à son pouvoir purement spirituel. Car voyez ces rats qui arrivent en grand nombre dès qu'il les appelle, comme du haut de son château il l'appelait les loups quand vous vouliez partir, Jonathan. Ces rats se sont enfuis dans la plus grande confusion à la seule vue de chiens aussi petits que des terriers. Nous ne sommes qu'au début de nos nouvelles épreuves, il est vrai. Ce monstre, ce n'est assurément pas la seule et dernière fois cette nuit qu'il a exercé son pouvoir sur le monde animal. Il n'a fait que disparaître momentanément. Au moins nous a-t-il déjà donné l'occasion de crier « échec » dans cette terrible partie dont l'enjeu n'est rien moins que des âmes humaines. Et maintenant rentrons. Il va faire jour et nous pouvons être satisfaits de notre première nuit de travail. Quand nous rentrâmes, on n'entendait rien dans l'établissement endormi, sinon les cris de quelques malheureux dans une salle au bout du couloir et des gémissements venant de la chambre de Renfield. Sans doute le pauvre homme se torturait inutilement l'esprit, ce qui est fréquent chez ceux qui souffrent de troubles mentaux. Je suis entrée dans notre chambre sur la pointe des pieds. Mina dormait, respirant si lentement que je ne dus me pencher sur elle pour entendre son souffle. Elle est plus pâle que d'habitude, pourvu que la réunion d'hier ne l'ait pas trop bouleversée. Je suis si heureux de savoir qu'elle ne participera plus à nos recherches, ni même à nos délibérations. À entendre certaines choses, elle pourrait s'effrayer, et pourtant, les lui cacher pourrait lui faire encore plus de mal, si jamais elle nous soupçonne de vouloir lui taire ceci ou cela.
À l'avenir, il faut donc qu'elle ne se doute nullement de nos diverses décisions, qu'elle ne sache absolument rien de notre travail, au moins jusqu'au moment où nous serons à même de lui annoncer que la Terre est définitivement débarrassée d'un monstre redoutable. J'avoue qu'il me sera difficile de garder le silence, alors que nous avions l'habitude de nous confier entièrement l'un à l'autre. Mais je tiendrai bon, et quand elle se réveillera, je ne lui dirai rien de ce que nous avons vu cette nuit. Si elle me questionne à ce sujet, je refuserai de lui répondre. Je vais m'étendre sur le sofa afin de ne pas la déranger dans son sommeil. 1er octobre, plus tard. Sans doute était-il normal que nous dormions tous jusqu'à une heure avancée de la matinée, car la journée précédente avait été fort fatigante et la nuit, nous n'avions pas eu un moment de repos. Mina elle-même devait se sentir éreintée, car malgré l'heure tardive, c'est moi qui, éveillé le premier, dut l'appeler 2 ou 3 fois avant qu'elle ne se réveille à son tour. Elle était si profondément endormie que lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle resta quelques secondes sans me reconnaître. Elle me regardait, l'air tout à la fois interdit et effrayé, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Comme elle se plaignait d'être fatiguée, je lui conseillais de rester encore un peu. Nous savons donc maintenant que 21 caisses sont disparues. Si on est venu chercher certaines d'entre elles, il sera assez facile de les retrouver. Évidemment, cela simplifierait beaucoup de notre travail, et plus tôt nous les aurons retrouvées, mieux ce sera. J'irai voir aujourd'hui Thomas Lemon. Journal du docteur Seward, 1er octobre. Il était près de midi lorsque je m'éveillai. Le professeur marchait dans ma chambre. Son entrain était visible, un entrain qui ne lui est pas coutumier. Sans aucun doute, ce que nous avions découvert la nuit lui avait ôté de l'esprit un grand souci. Il commença par me parler un peu de cette aventure, puis me déclara « Votre malade m'intéresse beaucoup. Pourrais-je encore aller le voir aujourd'hui avec vous? Ou, si vous êtes trop occupé, peut-être me laisserez-vous aller le voir seul. L'expérience est neuve pour moi, de rencontrer un fou qui parle philosophie et raisonne avec justesse. » En effet, j'arrivais à travailler. Je le priais donc de bien vouloir se rendre seul chez Renfield. Je ne le ferai pas attendre. J'appelai un surveillant à qui je donnai les instructions nécessaires et le professeur l'accompagna. Avant qu'il ne fût sorti de ma chambre, toutefois, je le mis en garde. Mais, me répondit-il, je veux lui parler de lui-même et de sa manie qui le poussait à manger les êtres vivants. J'ai lu hier dans votre journal qu'il en avait entretenu Madame Mina. Pourquoi souriez-vous, mon cher John? Excusez-moi, mais la réponse à votre question se trouve ici même, dis-je en posant la main sur les feuilles dactylographie. Lorsque notre fou raisonnable et cultivé a parlé de l'habitude qu'il avait naguère de manger les êtres vivants, en réalité, sa bouche était encore souillée par les araignées et les mouches qu'il venait de manger juste avant que Madame Harker n'entrât dans sa chambre. Van Helsing sourit à son tour. Vous avez bonne mémoire, mon ami. J'aurais dû me souvenir de ce détail, moi aussi. Et cependant, ce sont de semblables failles de la pensée et la mémoire qui rendent si fascinante l'étude des maladies mentales. Peut-être en apprendrai-je davantage au sujet de la folie par ce dément que je n'en apprendrai des enseignements du plus sage des hommes. Qui sait? Sur ce, j'allai dans mon bureau et me mis au travail. Le temps m'avait paru fort court et pourtant déjà Van Helsing entrouvrait ma porte et me demandait « Je vous dérange ?» « Pas du tout, répondis-je. Entrez. J'ai terminé ce que j'avais à faire et maintenant je puis vous accompagner si vous le désirez. » Inutile, je l'ai vu. Eh bien, je crains qu'il n'ait pas une très bonne opinion de moi. Notre entretien a été très bref. Quand je suis entrée dans sa chambre, il était assis au milieu de la pièce sur un tabouret, les coudes sur les genoux, le menton dans les mains et un sombre mécontentement peint sur le visage. Je m'adressais à lui d'un ton aussi gai, mais en même temps aussi déférent que possible. Il ne me répondit pas. « Ne me reconnaissez-vous pas ?» fis-je. Sa réplique ne fut pas des plus rassurantes. « Si, je vous reconnais. Vous êtes ce vieux niais de Van Helsing. Je voudrais que vous alliez vous promener ailleurs, vous et votre étude idiote sur le cerveau. Au diable, les Hollandais imbéciles !» Il ne dit pas un mot de plus, et il reprit son attitude morose, ignorant parfaitement ma présence. L'occasion m'a donc échappé d'apprendre quelque chose de la bouche de ce fou si intelligent. Pour me consoler, je vais aller un peu bavarder avec la douce Madame Mina. Mon cher John, comment vous dire ma joie de la savoir à l'abri des souffrances et des dangers qui nous attendent encore. Son aide nous manquera sans doute, mais il vaut mieux agir de la sorte. Je suis entièrement d'accord avec vous, dis-je.
Il est préférable que Madame Harker ne soit plus mêlée à tout ceci. La situation est déjà très périlleuse pour nous, des hommes qui pourtant avons connu maintes périodes difficiles au cours de notre existence. Si cette jeune femme avait continué à travailler avec nous, sa santé, finalement, aurait pu en être ruinée. Van Helsing m'a donc quitté pour rejoindre Monsieur et Madame Harker. Quincy et Hart sont allés à la recherche des caisses contenant la terre, ou tout du moins de leurs pistes. Nous devons nous réunir ce soir. Journal de Mina Harker, 1er octobre. C'est une impression assez étrange pour moi que d'être tenue dans l'ignorance de tout, comme je le suis aujourd'hui. Pendant tant d'années, Jonathan m'a témoigné une telle confiance, et il m'a fallu le voir aujourd'hui éviter certains sujets de conversation, les plus importants de tous. Ce matin, j'ai dormi tard, car la journée d'hier m'avait fort fatiguée. Jonathan aussi ne s'est réveillé que peu avant midi, mais il fut le premier à se réveiller. Avant de sortir, il m'a parlé plus doucement, plus tendrement que jamais, mais il n'a pas dit un seul mot de leur visite à la maison du comte. Et pourtant, il devait savoir combien j'étais anxieuse à ce sujet. Pauvre chéri, ce silence qu'il gardait, sans doute était-il encore plus douloureux pour lui que pour moi. Tous, ils sont d'accord pour que je ne participe plus à cette affaire effroyable, et j'ai acquiescé. Mais penser que mon mari a des secrets pour moi, et voilà que je pleure comme une petite sotte alors que je sais que c'est son grand amour pour moi qui l'oblige à se taire, et que les autres également, ses amis si généreux, ne cherchent qu'à assurer mon repos et ma sécurité. Les larmes m'ont soulagée. Et puis je me suis dit qu'un jour Jonathan me racontera tout. De peur qu'il ne pense jamais, ne fût-ce qu'un instant que je lui cache la moindre chose, je tiendrai mon journal comme d'habitude. Et s'il a douté de ma confiance, je le lui ferai lire. Ses yeux si chers liront chacune de mes pensées. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, je me sens triste et découragée. Je suppose que c'est le contre-coup de toutes ces émotions. Hier soir, je me suis mise au lit dès que Jonathan et les autres furent sortis, simplement parce qu'ils me l'avaient conseillé. Je n'avais pas sommeil et j'étais terriblement inquiète. Je pensais à tout ce qui s'était passé depuis le jour où Jonathan était venu me voir pour la première fois à Londres. Tout cela ressemble à une horrible tragédie où le destin avance inexorablement vers son but. Chacune de nos actions, même si nous l'avons accomplie dans l'intention la meilleure, semble avoir eu les conséquences les plus déplorables. Si je n'étais pas allée à Whitby, peut-être la pauvre chère Lucie serait-elle encore avec nous? Avant mon arrivée, elle ne montait jamais au cimetière, et si elle n'y était pas venue avec moi dans la journée, elle ne serait pas retournée la nuit dans une crise de somnambulisme. Et donc ce monstre n'aurait pas pu lui faire tout le mal qu'il lui a fait. Oh, pourquoi suis-je allée à Whitby? Bon, voilà que je me remets à pleurer. Je me demande ce qui m'arrive aujourd'hui. Jonathan ne doit pas savoir que j'ai pleuré 2 fois déjà ce matin. Moi qui me suis jamais attendrie sur mon sort et qui n'ai jamais versé une larme à cause de mon chéri. S'il s'en apercevait, il se tourmenterait trop. Si même je me sens triste à un moment où nous sommes ensemble, je n'en laisserai rien paraître. Je pense que c'est là une des choses que nous avons à apprendre, nous les femmes. Je ne sais pas très bien à quel moment je me suis endormie hier. Je me souviens avoir entendu soudain les aboiements des chiens, ainsi que 1000 petits cris étranges qui venaient de la chambre de M. Renfield, laquelle se trouve sous la mienne. Puis il se fit partout un silence si profond que j'en éprouvais quelques inquiétudes, et je me levai pour aller regarder par la fenêtre. L'obscurité ajoutée à ce lourd silence semblait donner à la nuit un mystère qu'accentuaient encore les ombres projetées dans le clair de lune. Rien ne bougeait, tout était lugubre et immobile, comme la mort ou le distinct. Si bien que lorsqu'une bande de brouillard blanc se déplaça à partir du gazon, avec une lenteur qui la rendait presque imperceptible, vers la maison, on eût dit qu'elle seule vivait. Cette sorte de digression dans mes pensées me fit sans doute du bien, car lorsque je me remis au lit, je sentis que je m'assoupissais peu à peu. Je restais étendue, très calme. Cependant, je ne parvenais pas à m'endormir tout à fait. Je me relevai, allai de nouveau regarder par la fenêtre. Le brouillard s'étendait et maintenant touchait presque la maison. Je le voyais épais contre le mur, comme s'il allait monter jusqu'au bord des fenêtres. Le pauvre Renfield hurlait de nouveau. Ah, zut! Le pauvre Renfield hurlait à présent, et sans saisir pourtant un mot de ce qu'il disait, à son ton je devinais qu'il lançait des supplications passionnées. Puis j'eus l'impression qu'on se battait. Le surveillant, je m'en rendis compte, venait d'entrer dans sa chambre et il en était venu aux mains. Je fus si effrayée que je retournai me glisser dans mon lit, me
couvrit la tête de mes couvertures et me bouchai les oreilles. À ce moment-là, je n'avais plus du tout sommeil. Du moins, je le croyais. Pourtant, j'ai dû m'endormir peu après, car à part certains rêves, je ne me rappelle rien de ce qui s'est passé jusqu'au matin, lorsque Jonathan m'a réveillée. Il m'a fallu un moment et un certain effort, je crois, pour comprendre où je me trouvais et que c'était Jonathan qui se penchait sur moi. Quant à mon rêve, il était singulier, et il montre bien comment nos pensées conscientes se prolongent de nos rêves ou s'y mêlent confusément. Ce rêve, le voici. J'étais endormie et j'attendais le retour de Jonathan. Terriblement anxieuse à son sujet, il m'était pourtant impossible de me lever et d'agir comme je l'aurais voulu. Mes pieds, mes mains, mon cerveau étaient immobilisés sous un poids très lourd. Dans mon sommeil, je me sentais mal à mon aise et je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Alors j'eus la sensation que l'air était lourd, humide et froid, tout ensemble. Je rejetai les couvertures et je m'aperçus avec surprise que la chambre était plongée dans l'obscurité. La lumière du gaz que j'avais simplement baissé afin que Jonathan, entrant et vit clair, n'était plus qu'une petite lueur rouge, à peine visible, dans le brouillard qui, de plus en plus épais, rentrait dans la pièce. Je me souviens que j'avais pourtant fermé la fenêtre avant de me mettre au lit. Je voulus m'en assurer, mais un engourdissement semblait enchaîner mes bras, mes jambes et même ma volonté. J'attendis, qu'aurais-je pu faire d'autre? Et je fermai les yeux, et je voyais à travers mes paupières. Les rêves ont ces fréquents bizarreries. Le brouillard s'épaississait toujours, et je voyais maintenant de quelle manière il entrait, comme de la fumée, ou plutôt comme de la vapeur de l'eau en ébullition. Non pas par la fenêtre, mais par les fentes de la porte. Bientôt on eût dit une colonne de nuages s'élevant au milieu de la chambre, et au sommet de laquelle la lumière de la lampe brillait tel un petit œil rouge. Tout se mit à tourner dans mon cerveau, à mesure que la colonne de brouillard s'amassait dans la chambre, et à travers ce brouillard, je voyais les mots de l'écriture. Colonne de nuages le jour, de feu la nuit. Était-ce une sorte d'avertissement que l'on me donnait dans mon sommeil? Mais la colonne était composée de l'élément du jour et de l'élément de la nuit, car c'était bien le feu qui brillait dans l'œil rouge, et à cette idée, je le trouvais de plus en plus fascinant. Jusqu'au moment où, tandis que je le regardais toujours, le feu se divisa, et à travers le brouillard sembla briller au-dessus de moi, pareil à deux yeux rouges, tels ceux dont Lucie m'avait parlé dans son égarement passager quand, sur la falaise de Whitby, les rayons du soleil couchant frappaient les vitraux de St. Mary's Church. Soudain, je frémis d'horreur en me disant que c'était ainsi que Jonathan avait vu ces trois créatures infernales se détacher des rayons de la lune, où tourbillonnait la poussière, et prendre peu à peu la forme de femme. Puis, je dus m'évanouir tout en rêvant, car il n'y eut plus autour de moi que des ténèbres. Dans un dernier effort conscient de mon imagination, j'aperçus un visage livide qui, sortant du brouillard, se penchait sur moi. Je dois me méfier des rêves semblables, car s'ils se reproduisaient souvent, ils deviendraient dangereux pour ma raison. Je voudrais demander au docteur Van Helsing ou au docteur Seward quelque chose qui me fasse dormir. Seulement, je crains qu'ils ne s'alarment. Si je leur racontais mon rêve en ce moment, ils n'en seraient que plus inquiets à mon sujet. Cette nuit, j'essayerai de dormir naturellement. Si je n'y parviens pas, demain soir, je leur demanderai un soporifique. En prendre une seule fois ne me sera pas nuisible, et j'aurai une nuit de bon sommeil. Celle que je viens de passer m'a plus fatiguée que si je n'avais pas dormi du tout. 2 octobre, 10 heures du soir. La nuit dernière, j'ai dormi sans rêver, et profondément sans doute, car Jonathan ne m'a pas réveillée en se mettant au lit. Pourtant, le sommeil ne m'a pas reposée. Aujourd'hui encore, je me suis sentie fort faible et découragée. Hier, j'ai passé toute la journée à essayer de lire, ou à somnoler. Dans l'après-midi, M. Renfield a demandé à me voir. Le pauvre homme a été très aimable, et au moment où j'allais le quitter, il m'a baisé la main tout en priant Dieu de me bénir. Cela m'a beaucoup touchée, et je pleure quand je pense à cet homme. Nouvelle faiblesse que je dois cacher. Jonathan serait trop malheureux s'il savait que j'ai pleuré. Lui et les autres ne sont rentrés qu'à l'heure du dîner très fatigués. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les revigorer, et je suppose que cet effort m'a réconforté moi-même, car peu à peu, j'ai oublié ma fatigue. Après le dîner, ils m'ont conseillé de me mettre au lit. Quant à eux, ils sortaient, le temps de fumer une cigarette, m'ont-ils dit, mais je savais très bien qu'ils voulaient parler de ce que la journée leur avait appris à chacun. À voir Jonathan, je devinais qu'il avait découvert quelque chose d'important. Je sentais que je ne m'endormirais pas facilement. Et j'ai prié le docteur Seward de me donner un léger soporifique, car, lui expliquai-je, je n'avais pas bien dormi la nuit précédente. Il m'en a préparé un, très léger, et m'a assuré qu'il était inoffensif. Je l'ai pris, mais j'attends toujours le sommeil.
Ou plutôt si, je vais m'endormir, je le sens. Mais voilà, que j'éprouve une nouvelle crainte. N'ai-je pas eu tort de prendre ce soporifique? Il aurait peut-être beaucoup mieux valu rester éveillé toute la nuit. Trop tard, je m'endors. Bonsoir. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter